Il ne faisait pas encore jour, et déjà le port éclatait de voix. L'un hurlait le prix du poisson séché, l'autre lâchait des jurons pour une place au quai. Plus loin, les mouettes striaient l'air de leurs cris, comme si elles voulaient, elles aussi, grappiller leur part. L'air salé pesait, humide, chargé d'une haleine de fumée et de vases pourris. Il collait à la peau, s'infiltrait dans les cheveux, râpait la gorge, donnait envie de tousser. Mais on ne pouvait même pas s'éclaircir la voix sans que cela se voie. Entre les étals, les tonneaux et les écheveaux de cordage, une file de pieds nus s'étirait. On se tenait serré, comme du poisson pris au filet, et pourtant, chacun restait seul. L'un fixait les planches, comme s'il espérait s'y enfoncer. L'autre relevait le menton, bravache, prêt à mordre la première main tendue. Un troisième était déjà devenu vide, et c'était le plus effrayant, comme si on l'avait retiré de lui-même, n'ayant laissé qu'une enveloppe. Signe se tenait parmi eux, pieds nus, sous une cape mince et déchirée, les yeux baissés. Son visage, elle le portait comme on porte un bouclier. La peur y avait été posée exprès. Pas trop forte, il ne fallait pas passer pour folle. Pas trop faible, il fallait être choisi tout de même. Les cils abaissés juste assez pour qu'aucun regard ne puisse s'y accrocher. Les épaules légèrement rentrées, comme si elles frissonnaient de froid et de l'attente du coup. Le corps jouait la reddition. Au-dedans, tout était tendu, nivelé, pareil à une corde. La peur, la vraie, elle l'avait connue avant. Elle venait la nuit, quand la maison devenait trop silencieuse, au point qu'on entendait une souris gratter sous le plancher. Alors, la peur ne sentait ni le poisson ni le sel. Elle sentait l'âtre éteint et la terre détrempée où l'on ne pouvait plus semer. Elle venait avec des voix étrangères, prononçant le nom de sa lignée, comme on tâte une vieille os. Puis la terre s'en était allée, et avec la terre, le droit d'être insouciante. Les hommes étaient morts ou s'étaient volatilisés, on ne savait même plus qui pleurer et qui attendre. C'est alors que Signe apprit à ne pas pleurer en public et à ne pas croire les premières paroles, même lorsqu'elles semblaient douces. Elle devint ramassée, froide, et cela lui sauva la peau. Aujourd'hui, elle était là de son plein gré, et c'était cela le plus dangereux. Elle avait choisi le marché non parce qu'elle désirait l'humiliation, mais parce qu'elle savait compter. L'hiver était sur le seuil, et l'hiver ne demandait jamais qui avait raison. Il prenait ceux qui allaient à sa rencontre sans toit et sans provision. Signe savait qu'elle ne tiendrait pas seule. On ne se cache pas dans la neige, on ne disparaît pas dans la tourmente si personne autour n'a même la décence de regarder ailleurs. Il lui fallait une maison, un coin chaud, de quoi manger, du travail. Et un maître qui ne brise pas les gens pour se distraire. Elle ne cherchait pas le plus riche. Les riches achetaient souvent comme on s'empare d'un bel objet, pour le regarder, le toucher, se prouver qu'on en a le droit. Il lui fallait non celui qui brille, mais celui qui paie, et s'en va, sans laisser sur la peau la trace de ses yeux. Pas un pauvre non plus. Le pauvre en veut au monde, et il se venge sur ceux qui vivent à portée de main. Son plan était simple et cruel. Passer l'hiver dans une maison sûre, au printemps, partir. Redevenir du vent sur les anciennes routes des libres propriétaires, là où l'on se fond sans peine quand on connaît les sentes et qu'on parle peu. Disparaître, de façon à n'être qu'un souvenir trouble. Il y en avait une, oui, et puis elle s'en est allée. À Skarhaven, les destins changeaient en un jour. Elle comptait changer le sien, à force de gestes et de silence. Signe se tenait de manière à n'attirer que ceux qu'il fallait. Elle laissait les regards se prendre à elle, mais ne leur offrait aucun défi. Le soleil monta d'un cran et le froid changea. Pas plus doux, seulement plus net. Les planches sous ses pieds étaient glacées.
La douleur déjà se retirait, remplacée par un engourdissement sourd. Tant mieux. L'engourdissement aidait à ne pas tressaillir quand quelqu'un s'approchait trop. Elle repérait d'avance ceux qu'il fallait éviter. À Skarhaven, il y en avait. Des hommes aux yeux lourds, qui ne cherchaient pas une aide pour la maison, mais un jouet pour leur colère. Ou pire encore. Elle le sentit avant de le voir. C'est ainsi que la menace arrive. La peau la reconnaît avant les yeux. Entre les rangs passa Alvar. Il avançait avec la lenteur d'un chat, sûr que tout lui appartient. On l'entendait parler tout près, avec un autre marchand. Dans sa voix, il y avait une habitude du pouvoir. Pas tonitruante, plutôt guante. Il passait à portée, jetant des coups d'œil comme on inspecte une marchandise, et Signe rentra le menton dans le col de sa cape, feignant de grelotter. Pas maintenant, pas lui, pas maintenant. Alvar la connaissait, pas jusqu'au fond, mais assez. Jadis, il avait aperçu en elle autre chose que ce qu'elle montrait. Il pouvait remarquer la chose la plus dangereuse, le calcul, celui qui ne se cache pas dans les épaules, mais vit dans la pupille. Signe ne leva pas les yeux, et s'accorda un souffle court, régulier, comme avant un saut, et savait respirer sans que la poitrine se soulève brusquement, et savait être une ombre dans une file d'êtres vivants. Alvar passa. Des gens approchèrent. L'un s'arrêta, examina ses mains comme s'il choisissait un couteau. Il demanda si elle savait filer. Signe répondit, bas, qu'elle savait. Il eut un ricanement et poursuivit sa route. À ce ricanement, on comprenait qu'il ne cherchait pas du fil. Un autre se pencha si près qu'elle sentit son haleine. Il voulait voir la peur. Signe lui donna la peur, petite, juste, comme une pièce de monnaie. Il grogna, satisfait, mais le prix le retint. Il s'éloigna en insultant le marché, comme si le marché était coupable. Signe attendait. Son attente n'était pas du vide, c'était un travail. Vers le soir, le vent du port devint plus tranchant. Et c'est alors qu'un homme s'arrêta devant elle. Un homme qu'elle n'avait pas marqué d'un signe de danger. Il n'était ni jeune, ni assez vieux pour que les mains tremblent. Son visage avait quelque chose de droit, comme chez ceux qui ont l'habitude de regarder la mer et de ne pas se mentir. Ses vêtements étaient solides, sans éclat superflu. Rien d'ostentatoire. À sa ceinture pendait un couteau simple, bien entretenu. Il ne bougeait pas avec brusquerie. Il ne palpa pas, comme le font ceux qui achètent de la chair pour leur plaisir. Il se plaça là, comme on choisit non une distraction, mais une aide. Il s'appelait Armod Thorsteinsson. Armod ne marchandait pas. Il ne cherchait pas à faire baisser le prix, ne jouait pas au maître de la vie. Il demanda simplement d'une voix égale, sans sourire, si elle savait travailler et combien elle mangeait. Les mots étaient ordinaires, sans caresse ni dureté, seulement l'habitude de compter. Dans ces questions, il n'y avait pas le désir d'humilier, mais quelque chose d'encore plus difficile à supporter. Il s'informait comme d'un être humain qui vivrait près de lui, prendrait place au feu, puiserait dans les réserves le pain et la viande. Il ne disait pas « elle » comme on parle d'une chose. Il parlait comme si elle faisait déjà partie de sa maisonnée et que la charge lui en revenait. Signe releva les yeux trop vite. Elle ne l'avait pas voulu et une irritation la mordit. Pourquoi maintenant? Pourquoi avec lui? Son regard croisa le sien et, l'espace d'un battement, le masque vacilla, trop vivant. Elle se força aussitôt à cligner plus lentement, à baisser les yeux un peu, comme si elle avait eu peur. Trop tard. Mais il restait possible de ne pas aggraver. Le marchand à côté se mit à vanter, comme il se doit, la marchandise. Solide, la fille jeune, elle travaillerait sans se plaindre.
Il parla de formes belles et pleines. Ses mots glissaient dans l'air comme de la boue sur l'eau. Cygne les écoutait comme on écoute le ressac. Cela existe, mais il ne faut pas le laisser entrer. Elle maintint son souffle égal. L'essentiel, maintenant, était de ne pas se trahir. Armod dit qu'il la prenait. Il le dit avec la même simplicité qu'il avait mise à demander. Puis il sortit l'argent. Il paya sans discuter. Cygne sentit monter en elle une victoire froide. Ni joie, ni soulagement. Une victoire qui ne réchauffe pas. Cela avait marché. Elle avait franchi la bonne porte sans voir encore, sans savoir ce qui attendait derrière. Le marchand compta les pièces à la hâte, comme s'il craignait qu'elles s'évanouissent. Dans le rang voisin, quelqu'un étouffa un sanglot en comprenant qu'on ne l'avait pas choisi. Quelqu'un d'autre, au contraire, se redressa, espérant que le prochain acheteur s'arrêterait pour lui. Le monde ne changeait pas. Seul changeait à chaque fois le sort d'une personne. Armod ne prit pas Cygne par la main comme on saisit une chose. Il dit au marchand de la détacher, et quand la corde céda, Cygne sentit pour la première fois de la journée le sang revenir dans ses poignets, presque douloureux. Elle eut envie de frotter la peau, mais ne le fit pas. Elle se tint comme si rien n'arrivait, comme si ce marché n'était qu'une affaire ordinaire. Armod se retourna et marcha. Cygne marcha derrière lui. Leurs pas sur les planches mouillées rendaient un bruit sourd. Dans le port, des feux brûlaient déjà, et dans les flaques tremblaient des bandes d'or. Le port bourdonnait derrière elle, pareil à la mer. Devant, il y avait la route vers une maison qu'elle ne connaissait pas encore. En elle, un calcul froid reposait comme une pierre dans la paume. Et, tout contre cette pierre, trop près pour qu'on l'ignore, s'éveillait une pensée dangereuse, silencieuse. Parfois, le plus terrible n'est ni le fouet, ni la chaîne, mais la confiance d'un homme. Nul n'est tenu de la donner, et pourtant, certains la donnent. La maison d'Armod n'était pas tout à fait au bord de l'eau, mais assez proche pour qu'on rejoigne le port d'un pas vif si besoin. La route quittait Skarhaven vers des collines basses où le vent ne hurlait plus au visage. Il gémissait de côté, s'accrochant aux arbres rares et aux clôtures. Cygne suivait Armod, s'efforçant de tout retenir sans se retourner trop souvent. À gauche, les champs s'assombrissaient. À droite, des pierres luisantes de bruine s'allongeaient, et partout s'étendait cette lumière grise de l'hiver qui ne promet ni chaleur ni grâce, mais qui a au moins le mérite d'être franche. Armod parlait peu. Il marchait d'un pas égal, comme s'il portait dans la tête une liste de tâches, et que cette liste comptait davantage que les mots. Cygne n'entendait que ses pas et sa propre respiration. Par moments, il se retournait, sans brusquerie, avec le calme de celui qui s'assure que celle qui l'a mené n'est pas restée en arrière. Dans son regard, il n'y avait pas ce triomphe ordinaire. Cela n'allégeait rien. Au contraire, cela compliquait tout. Là où l'on attend le fouet, il est plus simple de tenir le cœur fermé. Là où il n'y a pas de fouet, il faut se fermer soi-même. Au portillon, il s'arrêta, tira le verrou, la laissa passer. La cour ne les accueillit pas par le silence, mais par les bruits du foyer. Derrière un mur, une vache meuglait, brève et contrariée, comme si elle se plaignait du froid. Dans l'étable, des sabots grattaient. Sous un auvent, un morceau de planche mal fixé battait au vent. Cygne remarqua d'emblée le toit. Un angle s'affaissait, comme si quelque chose l'avait frappé d'en haut et qu'on l'eût laissé ainsi, faute de temps. Ailleurs, des planches sombres, récentes, pas encore vieillies, avaient été clouées à la hâte. L'air sentait la paille mouillée et la fumée,
Mais il y en avait peu. Économie ou manque de bois. À l'intérieur, la maison était simple et solide, mais fatiguée. Pas misérable, seulement une maison qui avait traversé une saison dure et n'avait pas encore repris souffle. Sur un banc, de la laine était pliée, comme si l'on avait voulu la trier et qu'on n'en ait pas eu la force. Armod ôta son manteau, l'accrocha à un crochet. Alors seulement il regarda Signe, comme s'il la voyait réellement pour la première fois. Non plus sur le marché, mais ici, auprès de son foyer. Il parle sans préambule, d'une voix égale, comme on nomme ce qu'on ne peut contourner. Il dit qu'elle n'était pas une esclave. Il le dit simplement, sans grands mots, comme si ce n'était pas une faveur, mais l'ordre naturel des choses. Et il ajouta aussitôt que l'argent devrait être gagné. Non parce qu'il aimait commander, mais parce que sinon, tout cela deviendrait mensonge. Il n'achetait pas des êtres humains, il payait un travail. À présent, il fallait qu'elle fasse en sorte que son argent ne se change pas en geste creux. Signe hocha la tête. Elle s'attendait à tout, sauf à cela. Cela sonnait comme une main tendue non pour saisir, mais pour remettre debout. Armod expliqua brièvement qu'il avait des ennuis. Il le dit comme on parle du temps, mais une fatigue passa dans sa voix. La tempête avait abîmé une partie des bâtiments. Le toit avait cédé, les tables s'étaient déformées, et le bétail, en plus, se mettait à crever. Pas tout, mais assez pour que l'inquiétude devienne permanente. Il ne se plaignait pas, ne quémandait pas la pitié. Il appelait les choses par leur nom, comme un marin nomme un vent capable de noyer. Signe écoutait, et en même temps, elle regardait. Elle notait où étaient les tonneaux, où se trouvait le cellier, comment se faisait le verrou de la porte, quelle lame du plancher grinçait près du seuil. Elle enregistrait tout, comme un voleur mémorise la maison d'où il compte un jour s'enfuir avec son butin. Et dans la même seconde, elle s'en voulait. Elle n'avait pas passé une seule nuit ici, et déjà elle préparait une sortie. Mais la colère n'effaçait pas l'habitude. L'habitude, elle, maintenait en vie. Il lui montra l'endroit où elle dormirait. Pas les tables, pas le sol glacé, mais une petite alcôve contre le mur, avec une couche étroite et une couverture grossière. Puis il dit qu'il y avait sa fille. Et ce mot fut prononcé de telle façon qu'on comprit. La fille n'était ni une enfant, ni un ornement, mais une pièce du foyer, un pilier aussi lourd que les murs. Il n'eut pas le temps de l'appeler que, de la pièce voisine, sortit Runa. Elle était déjà une femme. Rien en elle, de la douceur d'une jeune fille qui ne sait pas encore comment le monde écrase. Les cheveux relevés, le regard droit, tranquille. Le regard de quelqu'un qui tient la maison quand le père n'est pas là. Elle s'arrêta, vit Signe, et ne sourit pas. Pas par rudesse, par prudence. Dans ces maisons, les sourires ne se distribuent pas au premier venu. Signe sentit ce regard sur sa peau. Runa ne regardait pas seulement son visage, elle regardait tout à la fois, les épaules, les mains, la façon de se tenir, de porter la tête. Il y avait là une manière de compter les êtres humains qui valait celle de Signe. Et, au-dedans, quelque chose se serra, comme un nœud de corde qu'on tire. Armod dit à sa fille que Signe travaillerait chez eux, que l'argent devait être gagné, qu'il n'y avait pas besoin de bavardage. Runa acquiesça, mais ce n'était pas un assentiment. C'était l'acceptation d'un fait. Signe comprit aussitôt. Ici, ce ne serait pas facile. Non parce qu'on frapperait, mais parce qu'on regarderait. Et un regard qui ne se détourne pas finit par ranger le masque, lentement, sûrement. Il allait falloir être plus prudente. Le premier soir se passa au travail. Runa posa les écuelles, coupa le pain, dressa la table.
Le repas était simple, mais vrai. Une soupe épaisse avec de la viande. L'odeur fit tourner la tête à Signe, au point qu'elle dut se forcer à respirer plus lentement. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de mouton. Pas celui qu'on tranche en fines lamelles pour le partager entre trop de bouches, celui qu'on sert généreusement parce que, dans une maison, il faut que les gens tiennent debout. Elle mangea avec précaution, mais son corps la trahit tout de même. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle portait la cuillère à ses lèvres. La graisse chaude lui brûla la bouche. Le sel éclata sur sa langue. Et le pain eut cet effet qu'elle avait oublié. Non pas écœurer, mais remettre droit, au-dedans. Un plaisir de bouche. Presque humiliant, tant il était doux, comme une caresse à laquelle on n'est pas prêt. Armod la vit manger. Sans moquerie, sans ce sourire qui promet le malheur. Il remarqua simplement et dit qu'ici, on nourrirait pour de bon, parce qu'il faudrait beaucoup de force. Il le dit sans sous-entendu, comme s'il se donnait un ordre. Dans cette maison, on travaille, donc on doit être rassasié. À ces mots, Signe ne se sentit pas plus légère. La gratitude qui vient d'elle-même est dangereuse. Elle traîne derrière elle la faiblesse, et la faiblesse engendre la tâche. La nuit, quand la maison se fut tue, Signe s'étendit sur sa couche et écouta les murs respirer. Le bois craquait par endroits, la paille froissait ailleurs. Parfois montait la toux sourde de la vache. Elle ne s'endormit pas tout de suite. Ses pensées tournaient, comme un loup le long d'une clôture. Elle revoyait les pièces dans la main du marchand, le regard de Alvar dans la foule, la voix calme d'Armod. Et elle revoyait aussi le regard de Runa, qui ne promettait ni amitié ni haine, mais promettait la surveillance. Le matin commença tôt. Runa était debout quand Signe sortit. Elle lui donna du travail sans phrase. Aller chercher l'eau, curer les tables, trier la paille humide, sortir les déchets, ranimer l'âtre. Les mains se souvinrent aussitôt de ce qu'est le poids. Signe travailla en silence, d'un geste égal, sans montrer ni fatigue ni irritation. Elle connaissait cette langue-là, la langue du labeur. Tout le monde la comprend, et elle trahit rarement ce qui doit rester caché. Armod s'occupait de son côté. Il examinait le toit, auscultait les poutres, maugréait contre le vent, mais bas, plutôt pour lui-même. Parfois il demandait à Runa où en étaient les réserves. Parfois il répondait à ses questions en 2 mots. Il ne suivait pas Signe, ne contrôlait pas chacun de ses pas, et c'était étrange. Dans d'autres endroits, on contrôle. Ici, on semblait croire qu'un homme travaille ou qu'il se trahit tout seul. Très vite, Signe comprit où se trouvait chaque chose. Il lui suffit de peu de temps pour voir que le sel était garlé au sec, loin de la porte, que les outils reposaient là où la main les saisit d'instinct, que clé du cellier pendait à un crochet, mais pas en évidence, cachée par un morceau d'étoffe. Elle retint tout cela, non parce qu'elle avait décidé de voler. Elle retint parce que sa tête fonctionne ainsi. Dans sa tête, la liberté ressemblait toujours à un petit sac d'argent et à une route au printemps. Et une route exige qu'on se prépare. Runa le remarqua dès le premier jour. Signe vit le regard de la jeune femme s'attarder sur ses mains quand elle ouvrait, sans même regarder, le coffre à grains, trouvait le bon couvercle, sans demander. Runa ne dit rien, mais son silence se tendit, comme une corde juste avant le coup de rein. Le soir, quand elles s'assirent à table, Signe sentit le poids dans ses épaules et dans ses doigts. Le corps faisait mal, mais au-dedans il y avait une sensation étrange, presque oubliée. Elle était fatiguée non de peur, mais de travail. Une fatigue différente, honnête. Les mains en souffrent et la tête devient plus calme. Armod lui dit que demain, il faudrait s'occuper du toit. Il le dit comme si elle avait toujours vécu là, comme si elle avait toujours dû aider. Il n'y avait pas d'humiliation là-dedans. Et c'était encore un piège. Parce que lorsqu'on te traite comme une partie de la maison,
Tu commences à te sentir partie de la maison. Cygne répondit qu'elle s'en chargerait. Sa voix resta calme. Elle savait garder la voix calme, même quand, au-dedans, une boule montait. Avant de se coucher, elle sortit dans la cour, comme pour respirer l'air froid. Le ciel était sombre, bas. Les étoiles se cachaient derrière les nuages. Au loin, la mer murmurait, rappel obstiné que le monde est vaste, que les routes existent, que le printemps viendra. Cygne resta là, à penser au printemps comme à une délivrance. L'hiver se dressait autour de la maison comme une haute palissade. Chaque jour, la lumière tenait moins longtemps, et l'on eût dit que la nuit montait non du ciel, mais de la terre, des congères, des ornières gelées près du portail. Cygne s'habitua vite au froid, non parce qu'il s'adoucissait, simplement, le corps comprenait qu'il n'y avait personne à qui se plaindre. Les mains s'accoutumaient à l'eau du puits, à la laine trempée, au bois qui, sous le gel, devient lourd comme s'il avait bu du caillou. Et pourtant, dans cette maison, il y avait ce qu'elle n'aurait jamais cru trouver nulle part où l'on arrive après un marché. Un ordre sans humiliation. Armod tenait son foyer d'une main ferme, mais jamais brutale. Il ne caressait pas la tête, ne promettait pas que tout serait facile. Il exigeait du travail, et travaillait à côté, si bien qu'il arrivait à Cygne de manquer de force pour le détester. Du matin jusqu'à la tombée, il pouvait réparer une clôture, relever des poutres, trier des planches gorgées d'eau sur le toit. Au bout de peu de temps, Cygne remarqua quelque chose d'étrange. Il lui demandait son avis. Pas par politesse, pas pour se donner un air bon, mais comme si cela allait de soi. Comme s'il lui faisait confiance, à elle, femme qui sait comment arranger les choses. Un jour, il posa devant elle des sacs de fourrage et demanda où les ranger pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Elle répondit brièvement, près du poêle, mais de façon à tenir les souris à distance. Il hocha la tête et fit exactement ainsi. Une autre fois, il rapporta des planches pour une réparation et demanda où, selon elle, le courant d'air tirait le plus. Cygne passa la paume le long d'une fente et montra l'endroit. Il ne discuta pas, ne la mit pas à l'épreuve, comme si elle pouvait mentir. Il accepta, simplement, comme on accepte le conseil de quelqu'un qui vit sous ce toit et en répond avec les autres. Ce respect la rendait mal à l'aise. Il n'avait pas l'odeur du pouvoir, ne réclamait pas de paiement en paroles. Il était là, c'est tout. Dans la maison, on parlait peu. À table, on évoquait les tâches, les réserves, le temps, le bétail. Parfois, Armod demandait à Runa ce qu'elle avait vu au port, et elle répondait brièvement, comme si elle économisait sa force. Cygne écoutait davantage. Elle avait l'habitude de se taire et de retenir. Le silence dissimule aisément le mensonge. Mais ici, le silence se mettait à jouer contre elle. On n'arrachait pas les mots, et du coup, chaque son prononcé sonnait vrai, même lorsqu'il était fabriqué. Un soir, après une journée particulièrement dure, la maison sentait le bois mouillé et la chaleur de l'âtre. Ils avaient réparé le toit. La neige fondait sur les planches et tournait en bouillie glacée. Cygne glissa 2 fois, mais ne tomba pas. Les mains fortes d'Armod la rattrapèrent, non comme on saisit une proie, mais comme on retient un être qui peut chuter et se briser la nuque. Ensuite ils descendirent, rentrèrent les outils, et le corps de Cygne tremblait non de peur, mais de cette fatigue qui descend jusqu'aux os. Runa se coucha plus tôt. Armod resta près du feu, versa dans 2 gobelets une boisson chaude qui brûlait la gorge et chassait le froid de la poitrine. Il se tut un moment, les yeux sur la flamme, comme s'il y voyait la mer. Puis il dit que Cygne l'avait surpris. Les mots étaient calmes, sans rire. Il ne parle pas de beauté, ne parle pas d'obéissance. Il remarqua la force,
et la façon dont elle aidait. Quelque chose, au-dedans, bougea chez Signe, presque douloureusement, comme si une pierre avait été touchée. On ne la voyait pas comme une chose, pas comme une paire de bras bien achetés. On la voyait comme quelqu'un qui encaisse. Elle répondit avec l'égalité qu'elle savait prendre. Elle remercia, court, sans trop. Mais une chaleur dangereuse naquit en elle. Une chaleur qui n'avait pas le droit d'exister. Elle connaissait la fin de ces chaleurs-là. Elles amollissent, et ce qui est mou se brise plus facilement. Armod finit son gobelet, le posa sur la table et demanda d'un ton presque distrait comment elle s'était retrouvée au marché. Comment elle était devenue esclave. La question était simple, comme lancée au hasard, sans soupçon, sans volonté d'écraser. Et c'est cela qui frappa. S'il avait demandé rudement, Signe se serait refermé aussitôt, aurait remis en place le masque et dit ce qu'il fallait. Mais il demanda comme on demande à quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. Signe sentit la lourdeur monter dans sa poitrine. La gorge se serra. Trop d'images passèrent. Une route noire, des bribes de voix, une maison vide où il y avait eu des rires, des mains étrangères qui touchent. Tout cela, elle le gardait en elle, comme on garde une braise sous la cendre. Et voici qu'une question soufflait, et la braise reprenait. Elle ne pouvait pas dire la vérité. La vérité était trop tranchante. Elle aurait ouvert leur maison tranquille, comme un couteau ouvre une étoffe. La vérité l'aurait rendue non seulement étrangère, mais dangereuse. Et pourtant, se taire devenait impossible. Elle parla d'elle, autrefois, petite fille qui rêvait de coudre de belles choses, de broder des motifs, de fabriquer des parures avec de simples fils et des perles. Elle parla bas, comme s'il était honteux d'avouer une telle envie, quand tout autour n'est que besoin brut. Elle dit qu'elle croyait, si les mains sont habiles, la vie finit forcément par s'adoucir. Les mots venaient lentement, comme l'eau sous la glace. Elle parlait et sentait les larmes approcher. Pas parce qu'elle s'apitoyait en racontant cela. Les larmes étaient ailleurs. Elles étaient pour la vérité qu'elle devait cacher, laissant seulement une petite part claire, celle qu'on peut montrer sans mourir de honte et de peur. Elles étaient parce que cette part-là était vraie, et qu'elle-même avait oublié qu'elle existait encore. Elle tenta de s'arrêter, mais la voix trembla. Et soudain les larmes coulèrent d'elles-mêmes, sans permission, chaudes et humiliantes. Elle n'avait pas pleuré ainsi depuis si longtemps qu'un instant elle ne comprit même pas ce qui se passait. Elle se couvrit le visage de la main, cherchant à se cacher, mais dans cette pièce étroite, il n'y avait nulle part où se cacher. Tant mieux. Au moins, il n'était plus nécessaire de raconter quoi que ce soit. Armod ne posa pas une question de plus. Il ne tira pas les détails. Il ne dit pas qu'elle avait le devoir de parler. Il se leva seulement, s'approcha, maladroit, comme un homme qui ne sait pas consoler avec de belles phrases, et il l'enveloppa de ses bras. L'étreinte fut prudente. Pas une prise, mais une chaleur qu'on peut repousser. Il posa la main dans son dos, la fit glisser lentement, comme s'il apaisait une bête effarouchée. Et il murmura que tout cela était derrière, que désormais, ce serait autrement. Ces mots auraient dû être creux. Singh savait combien on les dit pour gagner la confiance et frapper ensuite là où c'est le plus tendre. Mais dans sa voix, il n'y avait pas cette douceur sucrée qui oblige à reculer. Il y avait l'assurance d'un homme qui tient parole, non par serment, mais par acte. Singh se figea. Une seconde, elle s'autorisa à ne pas lutter. Une seconde, elle sentit le corps accueillir la chaleur, comme s'il recouvrait le droit d'être vivant. Et, dans la même seconde, elle comprit combien ce qui arrivait était dangereux. Le calme ressemblait à un feu. Il réchauffe quand on s'en approche, et il fait oublier qu'un feu brûle. La chaleur de ses mains ne réclamait pas de paiement,
ne réclamait pas de soumission. Elle était là, simplement. Et cela donnait envie d'en vouloir davantage. Envie qu'on la regarde, comme si elle n'était ni une ombre, ni une ruse, ni une survivante, mais un être humain qu'on peut garder près de soi. Et se dégagea la première, parce que sinon, elle n'aurait pas su partir. Le visage mouillé, les yeux en feu. Elle craignait de lever le regard et d'y trouver de la pitié. La pitié humilie. Pourtant, quand elle regarda, il n'y en avait pas. Il y avait la même attention calme qu'elle avait vue au port, mais plus proche désormais. Armod ne dit plus rien. Il se rassit, comme si rien d'étrange n'était arrivé, comme si les larmes n'avaient pas déchiré l'air entre eux. Signe rejoignit son alcôve quand le feu commença à s'éteindre. Elle s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Son cœur battait autrement, non par menace, mais parce qu'elle s'était sentie en sécurité. Et c'était cela, le plus effrayant. Elle resta là, à se répéter que son plan n'avait pas bougé. Le printemps viendrait. La route attendrait. Et avec la route, la liberté qu'elle tenait dans sa tête depuis si longtemps, comme une promesse de salut. Mais à présent, une voix étrangère et une main étrangère s'étaient tressées dans cette image, et tout devenait plus compliqué. Parce que si Armod apprenait la vérité, il pourrait se fâcher. Et pourtant la colère faisait moins peur que l'autre chose. La déception. La déception silencieuse et lasse d'un homme qui a donné sa confiance et reçu en retour un mensonge. Dans l'obscurité, Signe entendit dans la pièce voisine les lames du plancher gémir. Armod s'était peut-être simplement tourné dans son sommeil. Peut-être Runa s'était-elle levée pour boire. Ce grincement avait quelque chose de banal, de domestique, et cela rendit tout plus lourd. La maison vivait sa vie, et elle y était l'étrangère qui commençait déjà à s'attacher. Signe crispa les doigts sur la couverture, si fort qu'on eût dit qu'elle tenait non du tissu, mais son propre cœur. La chaleur qu'on lui avait donnée était douce, oubliée. Mais dès demain, tout changerait. Le matin fut si froid que l'air semblait de verre. La cour grinçait sous les pas. La neige était compacte, tassée, et seule, près de l'étable, s'étalaient des taches sombres et humides, là où le bétail soufflait sa vapeur tiède qui retombait sur le sol. Signe sortit avec des seaux vides et prit le chemin du puits, serrant sa cape contre elle. À cette saison, chaque mouvement devenait travail. Lever les bras, inspirer, se pencher. Tout demandait de la force, et la force fuyait plus vite qu'on n'aurait voulu. Le puits se tenait un peu à l'écart, près de la clôture, là où le vent courait plus librement. Le treuil se mit à gémir dès le premier contact, comme s'il se plaignait de vivre. Elle entendit des pas alors que le seau remontait à mi-hauteur. La neige crissa sous une botte étrangère, et ce crissement n'avait rien de celui de la maison. Trop assuré, trop citadin. Signe ne se retourna pas tout de suite. Son dos se tendit comme si une corde venait de s'y poser. Ses doigts ne tremblèrent pas sur la manivelle. Elle se força à hisser le seau jusqu'au bord, à le poser, et seulement ensuite, elle tourna la tête. Alvar se tenait à 2 pas, comme s'il avait toujours eu le droit d'être où il voulait. Ses vêtements étaient de bonne étoffe. Dans le froid, il ne paraissait pas lourd, mais protecteur. Son visage restait calme, presque paresseux, comme s'il venait parler du prix du sel et non du destin d'autrui. Il eut un sourire au coin des lèvres, et dans ce sourire, il y avait pire que la grossièreté. La certitude que la résistance, déjà, a perdu. Signe sentit le sang battre plus fort à ses tempes. Elle ignorait comment il avait retrouvé le chemin, mais à Skarhaven, les hommes de ce genre retrouvent tout. Elle baissa les yeux sur le seau, la corde, ses mains,
comme si la tâche comptait davantage. Ainsi, il était plus facile de ne pas se trahir. Plus facile de feindre l'accident, la rencontre qu'on peut écarter d'un revers. Alvar parla à mi-voix, comme si des oreilles étrangères pouvaient traîner. Et pourtant il parlait avec cette manière de posséder chaque son. Il dit qu'il se souvenait qu'elle était venue au marché de son plein gré, qu'il n'avait pas oublié son histoire trouble. Dans ces mots, il y avait un plaisir, celui d'un homme qui tient une ficelle étrangère dans la paume et peut tirer dessus quand il veut. Voilà, le chantage. Il ne cria pas, ne lança pas de menaces nettes. Il posa seulement, au pied du puits, un nœud invisible et montra où se trouvait l'extrémité de la corde. Cygne leva les yeux, et une seconde, elle eut envie de répondre sèchement, de frapper avec des mots, de le repousser. Mais la sécheresse ne sauve pas. La sécheresse trahit la peur. Elle força son visage à devenir vide, comme ceux qui ont appris à encaisser sans bruit. Alvar poursuivit, toujours bas. Il dit qu'Armod était trop confiant. Que ces hommes-là sont faciles à séduire, pour peu qu'on tienne le dos droit et qu'on fasse semblant d'être reconnaissante. Il prononça confiance comme on prononce faiblesse. Et il ajouta l'essentiel. Ou bien Cygne lui apporterait de l'argent, ou bien il raconterait à Armod qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Il ne dit pas qu'Armod la frapperait. Il ne dit même pas qu'Armod la chasserait. Mais le silence entre ces phrases suffisait. Si la vérité sortait, ainsi présentée par Alvard, Cygne deviendrait de la saleté. Et Alvard pouvait en rajouter, mentir encore. Elle ne serait pas seulement une menteuse, une menace. Et ni son mutisme, ni son travail, ni les cales sur ses mains ne prouveraient le contraire. Armod penserait à sa fille. Tous les parents font cela. Mieux vaut se protéger. Alvard lui donna un délai. Il dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, qu'il n'aimait pas attendre. Dans ces mots, il n'y avait aucune hâte. Seulement la certitude qu'elle ferait, malgré tout, ce qu'il voulait. Il repartit aussi calmement qu'il était venu. La neige crissa sous ses pas, et ce sang resta dans l'air comme une écharde. Cygne demeura près du puits, incapable de bouger tout de suite. L'eau dans le seau brillait d'une surface sombre, et cette surface semblait la regarder en retour. L'eau était froide et honnête. Elle ne promettait rien, sinon de noyer quiconque se penche trop bas. Quand Cygne rapporta enfin les seaux à la maison, ses mains ne tremblaient pas. Le tremblement était plus profond, au-dedans. Elle fit tout comme d'habitude, posa l'eau, ranima le feu, aida Runa. Runa la regarda plusieurs fois avec une attention plus aiguë que d'ordinaire, et Cygne sentit que la maison savait voir les changements, même quand on se tait. Le jour s'étira, lent. Cygne travailla davantage que nécessaire. Elle voulait être utile à en devenir irréprochable, se justifier avant même qu'on l'accuse. Elle porta du bois, nettoya, répara des petites choses qu'on aurait pu remettre au lendemain. Dans chaque geste, un seul désir, reprendre le contrôle. Mais le contrôle lui échappait déjà. Il était resté là-bas, au puits, dans les yeux d'Alvard. Le soir, Armod s'attarda dehors, occupé à ses planches. Quand il entra, la fatigue lui mangeait le visage. Il s'assit, rompit un morceau de pain et dit que, demain, il faudrait aller à Skarhaven, voir s'il n'y avait pas des planches ou des clous à bon prix. Il le dit comme une affaire ordinaire. Et il ajouta, presque en passant, que c'était une chance d'avoir dans la maison quelqu'un qui tient tout d'une main sûre. Qu'avec Cygne, tout devenait plus simple. Cygne sourit comme elle savait sourire, faiblement, sans trop, et sentit quelque chose se serrer en elle, douloureusement. Elle aurait voulu qu'il se taise,
qu'il ne prononce pas ces mots-là aujourd'hui, parce que les mots bons rendent la trahison plus lourde. La nuit, la maison respirait calmement. Runa rejoignit sa chambre, Armod se coucha, le feu de l'âtre baissa. Signe resta assise dans l'ombre et écouta. Le craquement des braises, le vent qui griffait le toit, la souris qui froissait quelque part. Et, dans sa tête, le coffre d'Armod apparaissait avec une netteté effrayante, comme s'il avait été posé devant elle en pleine lumière. Elle savait où il était. Elle connaissait le grincement du couvercle si on le soulevait trop vite. Elle savait que la clé n'était pas exposée. Elle savait qu'Armod ne vivait pas enfermé derrière du fer et des serrures. Il avait l'habitude d'exister comme s'il n'y avait pas d'ennemis sous son toit. Et voilà que cette habitude devenait, pour elle, un couteau. Longtemps, Signe ne bougea pas. Elle avait l'impression que se lever, ce serait empirer les choses, comme si l'ombre qui se dresse reconnaissait déjà sa faute. Mais le temps passait, et avec le temps, montait la sensation du nœud coulant. Alvar ne disparaîtrait pas. Il n'oublierait pas. Il savait attendre juste assez pour que quelqu'un se brise tout seul. Et se leva sans bruit. Traversa la pièce en évitant les lames qui grincent. N'alluma pas de lumière. Ses yeux étaient habitués à l'obscurité. Dans le coin où se trouvait le coffre, l'ombre était plus dense. Signe s'accroupit, posa les doigts sur le bois. Il était froid. Froid comme son calcul. Froid comme sa honte. Elle prouva la clé, l'introduisit. La serrure cliqueta à peine. Ce son lui parut plus fort qu'un coup de marteau. Une seconde, elle crut qu'Armod allait se réveiller, sortir, la voir, et que tout deviendrait évident sans un mot. Mais la maison se tut. Les braises craquèrent, et ce craquement semblait pousser, plus vite. Le couvercle se souleva. À l'intérieur, des choses étaient rangées avec soin. De l'étoffe, un peu de fer, une bourse de menues pièces. Signe ne prit pas tout. Il ne lui fallait pas tout. Il lui fallait juste assez pour payer Alvar et disparaître. Moins on prend, moins on laisse de traces, se disait-elle. Ainsi se justifiait-elle. Ses doigts trouvèrent presque aussitôt un bijou, comme s'ils avaient su d'avance où aller. Ce n'était pas une pièce du pays. Cela venait de loin, d'un travail fin, d'un éclat qui ne se ternit pas. Même dans l'obscurité, l'objet accrochait la moindre lueur comme une petite étoile. Signe le referma dans sa paume, et le métal devint aussitôt glacé, comme s'il refusait de lui appartenir. Ses mains tremblaient. Elle se haïssait avec une force telle que presque cela l'aidait. La haine durcit. Elle referma le coffre, tourna la clé, remit tout en place, comme si rien ne s'était passé. Puis elle revint à sa couche, sans même se dévêtir. Longtemps, elle resta assise, pressant le bijou contre sa poitrine, comme s'il pouvait brûler l'étoffe et atteindre le cœur. Le matin arriva trop vite, comme toujours lorsque la nuit n'apporte pas le sommeil. Signe sortit avant le réveil des autres et prit la route de Skarhaven. Le chemin parut plus long. Le vent lui giflait les joues, la neige se glissait sous le col, mais elle sentait à peine le froid. Au-dedans, cela brûlait, comme brûlent la honte et la peur. Le marché suivait sa propre loi. On y vendait du poisson, de la laine, du sel, du fer. On y riait, marchandait, jurait, comme si les malheurs des autres ne regardaient personne. Signe marchait entre les gens, persuadé que chaque regard la traversait. Mais personne ne voyait. Les hommes ne voient que ce dont ils ont besoin. Elle trouva l'échoppe où l'on reprenait les objets de prix. L'homme derrière le comptoir considéra le bijou, plissa les yeux, le pesa dans sa paume. Il lui demanda le prix comme s'il s'agissait d'une affaire ordinaire.
Signe annonça moins qu'elle n'aurait pu. Il fallait aller vite. Aller vite, c'est vendre à bas prix. L'homme eut un sourire trop large, mais posa l'argent sans discuter. L'argent avait du poids. Il lui remplissait la main comme une pierre, et ce poids donna la nausée à Signe, parce qu'elle sentait bien que ce n'était pas de l'argent. C'était le prix d'une confiance étrangère, le prix d'une voix calme, d'un pain chaud, d'une vie où l'on ne vous appelle pas « chose ». Elle glissa l'argent sous ses vêtements et reprit sa marche, sans regarder à droite ni à gauche. Il fallait trouver Alvar et lui donner ce qu'il réclamait. Il fallait lui fermer la bouche. Pourtant, plus elle approchait de l'endroit où elle pourrait le croiser, plus une évidence se formait. Même s'il prenait l'argent, il ne disparaîtrait pas. Les hommes comme lui ne disparaissent pas. Ils passent simplement à l'étape suivante. Alvar la trouva lui-même. Pas sur la place, pas au milieu des rangées de marchands, dans un passage étroit entre des entrepôts où l'air sentait le poisson cru et le goudron. Il se tenait là, comme s'il l'attendait. Signe lui tendit la bourse sans un mot. Il la prit sans hâte, l'ouvrit, compta du bout des doigts comme on caresse des pièces. Il sourit, et il dit que c'était bien, qu'elle était intelligente, qu'elle apprenait vite. Puis il ajouta, sans élever la voix, mais en enfonçant chaque mot, il resterait, de toute façon, tout près. Il s'en souviendrait, de toute façon. Et il pourrait le dire à Armod quand bon lui semblerait. Signe sentit le froid se répandre en elle. C'était pire que s'il avait demandé davantage. Davantage, on peut le trouver. Davantage, on peut le voler. Mais le droit d'un autre homme de briser votre vie d'un mot, cela ne se lui arrache pas des mains. Elle le quitta sans se retourner. À présent, elle avait beaucoup d'argent. Assez pour disparaître. Assez pour acheter une autre existence. Et pourtant, elle avançait sur le marché comme si une main lui tenait la gorge. L'idée de fuir ne vint pas comme un rêve, mais comme une nécessité. Pas aujourd'hui, demain. Et plus elle resterait près d'Armod, plus il serait douloureux de partir, et plus il serait facile à Alvar de frapper. Rester, c'était attendre le coup. Partir, c'était frapper la première. Mais janvier était cruel. Une nuit sur la route pouvait être la dernière. Signe n'avait personne pour couvrir ses traces, aucun endroit où se cacher si quelque chose tournait mal. Il lui fallait une route qui ne mène pas au vide, mais à un point où l'on peut se dissoudre. Alors revint la conversation près du feu. Un de ces rares soirs où Armod ne parlait ni de planches, ni de bétail, mais de la mer. Il avait évoqué un lieu où il était allé 2 fois, le fjord d'Aldursvik. Des montagnes, une eau claire, un village minuscule, calme, presque oublié. Là-bas, on pose peu de questions si l'on a de l'argent et des mains. Là-bas, on peut acheter une masure, ou au moins un coin, recommencer, devenir invisible. Signe s'accrocha à cette pensée comme à une corde au-dessus d'un précipice. Elle apprit quel navire s'y rendait. Avec prudence, sans montrer l'empressement, comme on s'intéresse aux routes d'autrui pour passer le temps, elle demanda à un marin, puis à un autre. Elle obtint le nom du bâtiment, celui du capitaine, le jour du départ. Tout s'emboîta trop facilement, et cette facilité l'inquiéta, comme si le monde lui-même la poussait vers le bord. De retour à la maison, elle changea, malgré elle. Elle travailla plus encore qu'avant, comme si elle voulait payer ce qu'elle avait volé, comme si le travail pouvait laver le mensonge. Elle porta l'eau, nettoya, répara, tondit les moutons, aida au toit. Ses doigts devinrent durs, mais la dureté n'empêchait pas ce feu intérieur. Runa remarquait. Elle regardait plus souvent,
Parfois, elle traînait près de la porte quand Cygne passait, comme si elle flairait une différence. Un jour, Cygne croisa son regard et y vit non seulement la méfiance, mais autre chose, proche d'une intuition. Runa ne disait rien, mais son silence devenait plus dangereux. Il pouvait se rompre en question d'un instant à l'autre. Armod, au contraire, semblait ne rien voir, ou ne pas vouloir voir. Il remerciait Cygne pour son travail, il lui arrivait même de plaisanter. À ce rythme, il finirait par devoir lui payer un supplément. Il disait cela simplement, avec bonté, et cette bonté donnait envie de hurler. Parce qu'elle le savait, ces mots, il les adressait à quelqu'un qu'il respectait. Et elle, pendant ce temps, gardait déjà en tête la nuit du départ. La veille de la fuite se déroula comme si la maison cherchait à la retenir avec des détails. Le feu brûla droit, la soupe fut plus épaisse que d'ordinaire. Dehors, la lumière était plus claire, et la neige scintillait comme si elle avait voulu jouer à la fête. Armod s'attarda sur le seuil lorsque Cygne sortit dans la cour et demanda simplement si elle n'avait pas froid. Sans arrière-pensée. Cygne répondit que non. Et elle faillit dire davantage, faillit dire qu'elle avait peur, faillit dire qu'elle ne méritait pas cette maison. La nuit, elle attendit que la respiration de la maison devienne régulière, que Runa cesse de bouger dans sa chambre, qu'Armod s'apaise. Elle rassembla ses maigres affaires rapidement. L'argent, elle le cacha près du corps, non par crainte des voleurs, par crainte de changer d'avis si elle le lâchait ne serait-ce qu'une seconde. Sur le pas de la porte, elle s'arrêta. Sa main se posa sur le chambranle. Le bois était tiède de l'air intérieur. Tiède, comme tout ici. Cygne demeura là, à écouter le silence. Dans ce silence, il y avait quelque chose qu'elle avait presque pris pour un foyer. Elle partit, sans adieu, sans regard en arrière. Parce qu'un regard en arrière aurait pu mettre fin à sa résolution. La neige criait sous ses pas, et chaque craquement ressemblait à une accusation. Le vent venait en face, comme s'il voulait l'arrêter. Cygne accéléra jusqu'à ce que la maison disparaisse derrière la colline. Alors seulement, elle s'autorisa une respiration plus profonde. L'argent pesait sur sa poitrine, lourd comme une pierre. Dans ce poids, il n'y avait pas seulement la promesse de la liberté, il y avait l'ombre, déjà, qui marchait près d'elle, sans l'avoir encore rattrapée. Devant, quelque part, l'attendait la route vers la mer et le navire. Derrière, quelque part, restait une maison sans chaîne. Et Cygne ne savait pas ce qui faisait le plus peur, ce qu'elle avait fait ou ce qu'elle avait senti en faisant semblant de ne rien sentir. Elle revint à Skarhaven à la nuit tombée. Elle ne marcha pas comme quelqu'un qui sait où il va. Elle glissa entre les maisons et les entrepôts, choisissant l'ombre comme on choisit sous la pluie, le sec le long d'un mur. Le vent de mer était coupant. Il sentait le sel et la corde mouillée. Les torches aux portes oscillaient, comme si elles avaient froid elles aussi. Au port, les chaînes grondaient, les tonneaux cognaient, les hommes s'interpellaient. Ce bruit était épais, comme de la fumée. Ici, personne ne demandait pourquoi une femme marchait seule. Ici, on demandait seulement combien elle avait d'argent. Le navire dont elle avait entendu parler sur le marché attendait au quai, blotti contre le bois, comme une bête fatiguée. Les voiles étaient ferlées, les mâts montaient vers le ciel, noirs sur les nuages. Sur le pont, on allait et venait, on jurait, on riait, on tirait des sacs. Cygne resta près des entrepôts, n'approcha pas tout de suite. Elle le savait, attirer l'attention, c'est inviter le mal. Une rencontre peut coûter la vie ou la liberté. Le départ n'aurait lieu que le lendemain. Il fallait survivre à cette nuit-là, dans le port, parmi des inconnus, là où chaque mot devient un crochet,
Chaque regard, une main sur le poignet. Elle trouva, derrière un amas de planches et de barils, un endroit où le vent mordait un peu moins. Elle s'y accroupit, les genoux serrés contre la poitrine. L'argent était caché sous ses vêtements, tout près du corps. Pourtant, elle avait l'impression qu'il brillait à travers l'étoffe, attirant le malheur. Le porc ne dormait pas. La nuit y était aussi bruyante que le jour. Seulement les voix se faisaient plus rugueuses et les rires plus forts. Des ivrognes passaient, trébuchaient, s'agrippaient les uns aux autres. Quelqu'un chantait d'une voix râpeuse, comme s'il voulait couvrir sa propre vacuité. Cygne restait immobile et évitait les yeux. Non par peur, par savoir. Un regard peut être pire qu'un mot. Une fois, un homme s'approcha, s'arrêta trop près, comme par hasard. Il sentait la bière médiocre et le poisson. Il demanda si elle ne gelait pas, et sa voix traînait une douceur poisseuse. Cygne répondit brièvement qu'elle attendait un navire. Il sourit, voulut ajouter quelque chose, mais un autre passa, le heurta de l'épaule, et l'homme fut distrait. Cygne se tassa plus profondément dans l'ombre et se donna l'ordre de ne pas frissonner. Le frisson attire. Le temps traînait. Elle se levait pour ne pas geler, marchait entre les entrepôts comme si elle cherchait son chemin, puis revenait à sa cachette. La neige était humide, collait aux semelles, et chaque pas envoyait le froid jusque dans les os. Par moments, elle se surprenait à écouter une absence de silence, car ici, il n'y en avait presque pas, et à se souvenir de la maison d'Armod. Là-bas, la nuit, on entendait les braises craquer, le toit respirer, une lame du plancher se plaindre. Là-bas, même le grincement était domestique. Ici, ce sont des chaînes et des voix étrangères qui grinçaient, et cela donnait envie de se boucher les oreilles. Elle se répétait que c'était juste, que la liberté valait cela, que le matin viendrait, et qu'elle s'éloignerait de Skarhaven, d'Alvar, du mensonge, de tout ce qui tirait en arrière. Mais plus elle se convainquait, plus la nausée montait. La liberté qu'elle avait tenue si longtemps dans sa tête ressemblait tout à coup à une attente sans fin du prochain coup. Et de cette ressemblance naquit une peur qui ne concernait pas le corps. Une peur pour elle-même, pour ce qu'elle devenait. Quand le ciel pâlit à peine, le port s'anima davantage encore. On préparait le départ. On se hâtait, on jurait, on se bousculait. Cygne gagna le navire avec les autres, en s'efforçant de n'être qu'une silhouette. Elle n'était pas la seule à vouloir partir. Ces jours-là, beaucoup s'en allaient. Les uns fuyaient les dettes, d'autres cherchaient une meilleure chance, d'autres encore couraient loin d'une vengeance. Les fuyards dans un port ressemblent aux mouettes. De loin, tous pareils, jusqu'au moment où l'on s'approche. Sur le pont, il n'y eut pas de place pour elle. On l'envoya en bas, la cale, avec les sacs et les gens qui ne payaient le passage qu'à la mesure de leurs moyens. Elle descendit un escalier étroit et fut saisie aussitôt par l'odeur lourde. Cordes mouillées, haleine aigre, humidité salée. Les planches sous ses pas collaient, grasses d'eau de mer et de crasse. Dans la pénombre, certains avaient déjà élu domicile sur un paquet de chiffons. D'autres se disputaient une place. Quelqu'un toussait. Cygne trouva un coin, loin de l'escalier, et s'accroupit en serrant contre elle un sac, comme si ce sac pouvait devenir un mur. Quelqu'un près d'elle lui fit un clin d'œil. Un autre se glissa trop près, effleura sa main comme par hasard. Cygne ne tressaillit pas. Elle força son visage à rester calme. Ici, il ne fallait pas montrer la peur. La peur s'achète vite. Elle replia ses doigts sans retirer brutalement la main et fixa l'homme d'un regard qui disait « pas plus près ». Il eut un petit grognement et s'écarta, mais dans ses yeux resta la promesse qu'il reviendrait si jamais il flairait une faiblesse.
Le navire se balança quand on le repoussa du quai. La cale gémit, comme si le bois se plaignait d'être encore renvoyé vers la mer. Cygne sentit quelque chose se contracter en elle. Ce n'était pas la peur de l'eau. L'eau ne lui faisait pas peur. Elle avait peur de ce qu'elle laissait derrière et de ce qu'elle emportait désormais. Elle tenta de dormir pour traverser plus vite, mais le sommeil ne venait pas. Il y avait trop d'étrangers dans cette cale. Conversation, odeur, mouvement. Même l'obscurité n'y était pas la sienne. Cygne resta étendue, le poing fermé si fort qu'on eût dit qu'elle tenait non de l'argent, mais sa propre fierté. L'argent pesait sur sa poitrine, et elle avait l'impression qu'il la tirait vers le fond, comme un lest qu'on jette par-dessus bord. Quand le navire fit une brève escale, la cale s'agita d'un coup, vivante comme une fourmilière. Certains se hissèrent vers le pont, d'autres jurèrent qu'on les avait poussés. Cygne se leva et sortit elle aussi, parce qu'en bas, l'air était devenu intenable. Dehors, tout était plus clair, plus froid, plus propre. Le vent la frappa au visage et parut une bénédiction après l'humidité aigre de la cale. Devant elle, des montagnes s'ouvrirent, sombres, sévères, comme des juges. L'eau du fjord était pure, presque noire, et le ciel s'y reflétait. Ici, le ciel semblait plus haut qu'à Skarhaven, et, un instant, quelque chose se relâcha en elle. Aldursvik, le lieu dont Harmod avait parlé. Silencieux, presque oublié. Un endroit où l'on peut disparaître sans même se cacher. Elle mit pied à terre et s'écarta un peu du quai pour fuir la foule. La neige ici était différente, plus sèche, et elle craquait finement sous les pas. L'air sentait la pierre et la propreté. Cygne s'arrêta et inspira profondément, comme si elle voulait remplir sa poitrine d'une vie neuve. L'argent était sur elle. La liberté se tenait là, devant les yeux. On pouvait acheter une vieille masure, trouver du travail, devenir une présence banale dans ce petit village où le passé n'intéresse personne, tant qu'on paie et qu'on ne se mêle pas des affaires d'autrui. Elle aurait dû être heureuse. Elle se le dit comme un ordre. Tout avait marché. Elle était partie. Elle s'était sauvée. Et, à cet instant, une main étrangère se posa sur son épaule. Pas brutalement, avec assurance. Comme on touche quelqu'un qu'on ne veut pas effrayer, mais qu'on veut arrêter. Cygne se figea. La première impulsion de son corps fut de fuir, comme une bête au craquement d'une branche. Elle se tourna lentement, sachant déjà ce qu'elle verrait. Parfois, le destin arrive si silencieusement que la peau le comprend avant les yeux. C'était Harmod. Il se tenait devant elle, et sur son visage, il n'y avait pas de colère. Il y avait autre chose. De la fatigue. Une fatigue longue, lourde. Celle d'un homme qui n'a pas dormi, qui s'est levé avant le jour et a suivi ce qu'il jugeait important. Dans ses yeux, il n'y avait pas le désir de punir. Il y avait quelque chose de très intime, comme s'il n'était pas venu discuter, mais reprendre sa propre vie, emportée par d'autres mains. Cygne sentit le froid s'insinuer sous sa peau, mais ce n'était pas celui des montagnes. C'était le froid de la honte. Elle voulut parler la première, se justifier, mentir encore, attaquer, le forcer à reculer. Mais les mots restèrent coincés. Son regard ne lui donnait pas l'appui habituel du mensonge. Il la fixait comme s'il savait déjà tout, et qu'il se tenait là malgré tout. Harmod parla bas, pour que les autres n'entendent pas. Il dit que, le matin, Alvard était venu chez lui. Il ne donna pas de détails, mais Cygne comprit. Alvard n'avait pas insinué, il avait tout raconté, comme savent raconter ces hommes-là, avec délectation, avec poison. Harmod avait appris qu'elle était venue au marché de son plein gré, qu'elle avait trompé, qu'elle avait volé. Cygne s'attendait à un coup de parole,
à de la saleté, du traîtresse, du tu es comme les autres. Mais il ne dit rien de tout cela. Il dit qu'il avait deviné aussitôt où elle pourrait fuir. Parce que c'était lui qui lui avait parlé d'Aldursvik. Parce qu'elle écoutait. Parce qu'il avait vu sa manière de retenir. Dans sa voix, il n'y avait pas de reproche, seulement une simplicité amère. Il lui avait donné un fil, et elle avait pris ce fil pour s'en aller. Signe baissa les yeux. La neige sous ses pieds était pure, et sur cette pureté, son ombre paraissait plus noire. Elle ne pouvait pas soutenir son regard. Elle avait l'impression que si elle le levait, elle y verrait quelque chose d'insupportable. Armod fit un pas de plus, mais pas pour la coincer. Il gardait une distance, comme un homme qui respecte la volonté d'autrui, même lorsque cela fait mal. Puis il dit qu'il avait longtemps vécu seul, que la maison était vide. Pas pauvre, pas froide, vide. Il s'était habitué à ce vide. Il croyait que ce serait ainsi jusqu'au bout. Et puis, Signe était arrivé, et la maison avait recommencé à vivre. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri, parce qu'ils n'étaient pas dits pour retenir par la force. Ils étaient dits comme une vérité. Il continua, et dans sa voix, il y avait ce même calme qui, autrefois, avait fait trembler le masque de Signe. Il dit qu'il n'aimait pas avec ses oreilles et ses yeux, qu'il regardait ce que les gens font, comment ils encaissent, comment ils travaillent, comment ils se taisent quand ils pourraient se plaindre. Il dit que Signe était forte, qu'elle se battait, et que cela comptait pour lui. Signe serra les doigts si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Elle voulait protester, dire qu'il se trompait, qu'elle ne méritait rien, qu'elle l'avait trahi. Mais il ne lui laissait pas l'abri des mots. Il se tut. Le silence pesa. Dans ce silence tenait tout son mensonge, toute sa peur, toutes les nuits à choisir, fuir ou rester. Puis il prononça l'essentiel. Il demanda doucement, presque simplement, « Et si, au lieu de seulement survivre, ils essayaient de vivre ?» Signe releva la tête. Dans ses yeux à lui, il y avait de l'attente, mais pas d'exigence. Comme s'il posait devant elle une porte en disant « Si tu veux, entre. Si tu ne veux pas, pars. » Et c'était cela, le plus terrifiant. La porte était ouverte. Armod dit qu'il lui proposait de revenir, mais pas comme servante, pas comme quelqu'un qui doit se taire et rembourser. Il dit qu'il se souvenait de son rêve, coudre, tracer des motifs, faire des bijoux. Il dit qu'il y avait là une vie qu'elle avait presque enterrée de ses propres mains. Il lui proposa d'essayer, de faire des choses de ses doigts, non pour cacher un couteau ou voler, mais pour la beauté. Lui, il les vendrait ailleurs, parce qu'il sait naviguer et qu'il connaît les ports où l'on paie ce qui est bien fait. Il parlait sans promettre de compte. Il ne promettait pas la richesse. Il ne disait pas que ce serait facile. Il disait seulement qu'on peut vivre autrement, qu'on peut cesser de se cacher, qu'on peut cesser d'attendre le coup à chaque minute, qu'on peut choisir une maison, non comme une cage, mais comme un lieu où l'on vous voit sans vous briser. Signe l'écoutait, et en elle, une bataille se levait. Une part criait « Ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas ». L'autre se taisait, mais la tenait par les côtes, l'obligeant à respirer différemment. Parce que, dans cette seconde part, il y avait cette chaleur qu'elle avait voulu refuser et qu'elle avait pourtant prise. Et maintenant, cette chaleur exigeait une réponse. Elle se revit dans la cale, des mains étrangères, des regards étrangers, l'air aigre, les planches poisseuses. Elle se souvint comme la liberté, si vite, avait ressemblé à un coin sale où l'on attend simplement qui décidera que vous lui appartenez.
et elle se souvint de la maison d'Armod, où même la fatigue avait été honnête, où les mots ne frappaient pas. Cygne se tut longtemps. Assez longtemps pour que le vent court dans ses cheveux et défasse quelques mèches sorties du fichu. Elle regarda les montagnes, l'eau, la neige intacte. Tout cela, c'était la liberté. Et tout cela n'était que vide, si l'on reste au-dedans, le même être qui craint la confiance plus que le fouet. Elle eut envie de dire qu'elle avait volé, qu'elle avait menti, qu'elle ne savait pas être quelqu'un de bien. Mais elle le comprit. Ce n'était pas l'heure d'une confession. Une confession peut être une autre manière de se cacher, une marche arrière déguisée. Et Armod se tenait devant elle, attendant non des mots, mais un choix. Elle demanda, bas, presque en souffle, pourquoi il était venu. Pourquoi il n'avait pas laissé les choses en l'état. Pourquoi il ne l'avait pas laissé s'effacer. Armod répondit simplement. Il dit qu'il aurait pu, mais qu'il n'en avait pas eu l'envie. Il dit que s'il la laissait partir maintenant, il retournerait à une maison vide, et qu'il vivrait comme si sa vie était déjà finie. Or, il ne voulait pas de cela. Il avait été seul trop longtemps pour choisir encore la solitude, alors qu'un être était apparu près de lui et que, grâce à cet être, la maison respirait. Cygne sentit sa gorge se resserrer. Les larmes revinrent, mais elle les retint. Non parce qu'elle était devenue plus forte, parce qu'elle craignait que, si elle pleurait, elle ne cède pour de bon. Elle fit un pas en arrière, comme pour éprouver la terre. Puis, un pas en avant. Le mouvement était minuscule, presque invisible, et pourtant il contenait plus que n'importe quelle phrase. Elle s'approcha jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'air entre eux, et dit qu'elle reviendrait. Elle le dit avec prudence, comme on avance sur la glace en demandant au sol s'il tiendra. Elle ne promit pas de devenir autre en un jour. Elle ne demanda pas pardon avec de belles paroles. Elle accepta seulement de faire ce qui est plus effrayant que la fuite. Rester près de lui et s'autoriser à être vu. Armod ne sourit pas largement. Il expira seulement, comme un homme qui a tenu trop longtemps une lourdeur dans la poitrine et qui, enfin, la relâche. Puis il ôta son manteau et le posa sur ses épaules, parce qu'ici le vent mordait, froid et fort. Le geste était simple, domestique, et quelque chose trembla au-dedans de Cygne. Ils reprirent ensemble le chemin du quai. Cygne entendait les pas d'Armod près des siens, entendait la neige gémir sous leurs semelles, et elle comprenait. Ce retour serait plus lourd que n'importe quelle fuite. Parce qu'elle ne marchait pas vers l'inconnu où l'on se dissout, elle marchait vers une vie où il faudrait répondre de chaque mensonge, de chaque parole, de chaque objet volé. Lorsqu'ils se rapprochèrent des autres, Armod se pencha légèrement vers elle et dit qu'il ne crierait pas, qu'il ne ferait pas de jugement sur le rivage, mais qu'elle devait comprendre une chose. La confiance ne se rachète pas à coups de pièces. Elle se regagne par les actes. Et si elle choisissait de revenir, elle choisissait non seulement la chaleur, mais la responsabilité. Cygne acquiesça. L'argent, sous ses vêtements, cessa soudain d'être une richesse. Il devint un fardeau. Elle songea à le lui donner, puis comprit, ce serait trop simple, trop proche d'une tentative d'acheter le pardon. Or, le pardon ne se vend pas. Le navire s'apprêtait à repartir. On s'agitait, on criait, on se disputait. Cygne regarda le pont, puis l'écoutille de la cale où elle avait passé la nuit. C'était comme regarder sa propre faute. Elle aurait pu devenir un destin, si personne ne l'avait arrêtée. Elle se détourna et suivit Armod, sentant sur ses épaules le manteau et dans son cœur une lourde étrange quiétude.
Dans ce silence, il n'y avait plus l'ancienne certitude que la fuite sauve. Il y avait une pensée neuve, pas encore tout à fait formée, mais déjà limpide. La liberté n'est pas toujours là où il n'y a personne. Parfois, elle est là où se tient un homme qui peut pardonner et qui n'y est pas obligé. Et pourtant, même tandis qu'il s'éloignait du quai, Signe n'arrivait pas à chasser l'impression du nombre qui les suivait du regard. Comme si, très loin, à Skarhaven, Alvar souriait déjà, imaginant le jour où il reparaîtrait sur le seuil. La route du retour sembla à Signe plus lourde que le chemin vers la mer. Non parce que les jambes étaient fatiguées ou que le vent frappait plus fort. Le poids était dedans, là où, d'ordinaire, reposait son calcul froid. Elle marchait aux côtés d'Armod, sentait son manteau sur ses épaules, entendait la neige grincer sous les bottes, et chaque craquement semblait demander « Pourquoi être revenu ?» Il aurait été si simple de partir sans regarder derrière, si simple de disparaître, de devenir un nom étranger que personne ne tient dans sa main. Armod ne dit rien de trop. Il ne questionna pas en chemin, ne réclama pas d'aveu, ne l'obligea pas à se justifier. Son silence n'était pas une punition, c'était un choix. Il lui laissait le droit d'arriver par elle-même. Et Signe aurait voulu qu'il lui jette une phrase dure, parce que la dureté se supporte mieux. Une tiédeur tranquille, une paix sans coup, oblige à entendre sa propre honte. Quand ils revinrent, la cour les accueillit avec ses bruits connus. Le bétail meuglait, mécontent, comme pour se plaindre du gel. La planche sous l'auvent recommençait à battre au vent. Une fumée mince montait de la cheminée. La maison se dressait comme toujours, comme si rien ne s'était passé. Mais Signe le savait, quelque chose s'était passé. Et désormais, tout serait autre, même si les murs se taisaient. Runa les vit la première. Elle sortit sur le perron, s'arrêta, et l'air sembla se durcir. Son regard glissa sur son père, sur Signe, sur le manteau posé sur ses épaules. Elle ne sourit pas et ne fronça pas les sourcils. Son visage resta égal, mais, dans cet égal, il y avait une tension d'arc bandé. Signe sentit tout se contracter en elle. Revenir, ce n'était pas seulement revenir à Armod, c'était revenir dans une maison où l'on la connaissait déjà, et où l'on la jugerait sans bruit. Armod dit à sa fille, brièvement, que tout allait bien. Il le dit comme s'il dressait entre elles une paroi pour empêcher la tempête de naître. Runa acquiesça sans un mot. Elle se détourna et rentra, et ce silence pesa davantage. Dans cette maison, on ne criait pas. On savait garder la douleur dedans, et ainsi, elle devenait plus solide. Les premiers jours après le retour passèrent comme si le temps avait décidé de faire semblant. Rien ne s'était produit. Signe travaillait comme avant. Levait tôt, elle portait l'eau, fendait le bois, nettoyait, aidait. Elle n'essaya pas de devenir douce et caressante. Elle ne demanda pas pardon à chaque minute. Elle fit simplement ce qu'elle savait faire. Tenir la maison d'une main sûre. Sauf que, désormais, chaque geste portait une autre pensée. Non plus le plan d'une fuite, mais l'effort de tenir. Non plus disparaître, mais rester. Armod, lui non plus, ne changea pas par des discours. Il n'organisa pas de grandes conversations pour lui expliquer comment vivre, n'exigea pas de serments. Il fit ce qu'il faisait toujours, transformer le sentiment en acte. Un matin, il ne l'appela ni dehors ni à l'étable, mais dans un angle de la pièce, près de la fenêtre. Là, la lumière était plus égale. À midi, elle s'étalait sur la table de façon à rendre visible chaque fil. Il y installa une table simple, solide, pas neuve. Apporta un banc pour s'asseoir, puis, comme en passant,
Il tira d'un sac des matières, tissus, fils, aiguilles, quelques perles, un petit morceau de métal qu'on pouvait enserrer de fil et transformer en base. Rien de luxueux. Et c'était précisément pour cela que ces choses semblaient plus précieuses. Elles portaient une promesse. On peut commencer. Signe resta debout, à regarder la table, incapable d'y poser les doigts tout de suite. Elle avait l'impression que saisir une aiguille, c'était admettre qu'elle avait cru. Or, croire fait peur. Croire, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de faire mal. Et pourtant ses doigts se tendirent d'eux-mêmes vers l'étoffe. Elle la caressa de la paume, sentit la douceur, et comprit que les mains se souviennent. Les mains se souviennent toujours de ce qu'elles ont aimé. Armod dit seulement qu'elle essaye. Puis il sortit, sans regarder, sans la forcer à travailler sous ses yeux, comme s'il craignait que sa présence transforme ce coin de fenêtre en obligation. Il lui laissa le silence. Et ce silence avait presque la valeur d'un don. Ce jour-là, Signe fit ses premiers points. Mal assuré, prudent, comme si elle apprenait à nouveau. Son cœur battait étrangement, comme avant un danger, alors qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait que la lumière de la fenêtre, le fil sous ses doigts, et la sensation qu'au plus profond, sous la honte, quelque chose recommençait à vivre. Elle travaillait lentement, et chaque point ressemblait à un pas sur la glace. Mais la glace tenait. Runa observait. Elle ne s'approchait pas. Elle passait, posait un bol, reprenait un vide, faisait son ouvrage. Pourtant, son regard revenait vers le coin de la fenêtre, les fils, l'étoffe. Signe ne cherchait pas ce regard. Elle le savait. Si elle le capturait, l'envie de se cacher reviendrait. Un soir, quand Armod était sorti dans la cour, Runa s'arrêta sur le seuil et regarda Signe droit dans les yeux. Il n'y avait pas de colère là-dedans. Il y avait une lucidité froide, celle de ceux qui ne croient pas les paroles, parce que les paroles les ont déjà trompés. Signe sentit que la question allait tomber. Peut-être un reproche, peut-être l'ordre de partir. Mais Runa ne dit rien. Elle resta une seconde, comme pour éprouver si Signe tiendrait ce regard. Puis s'en alla. Ce départ muet fut à la fois pire et meilleur. Pire, parce que la sentence n'était pas tombée. Meilleur, parce que la porte n'était pas encore fermée. Les nuits devinrent plus calmes. Pas tout de suite. Au début, Signe se réveillait au moindre bruit, comme si elle attendait qu'on vienne la reprendre et la rejeter dans sa vie d'avant. Elle écoutait Armod respirer derrière la cloison. Runa marchait si elle cherchait de l'eau. Et chaque fois que la maison restait tranquille, Signe comprenait. La peur vit encore en elle, mais elle ne commande plus tout. Elle demeure là, comme une ombre qui ne s'efface pas d'un coup. Avec le temps, ses ouvrages se mirent à mieux venir. Elle fit d'abord un ruban simple, orné d'un petit motif, puis une menue parure de fils et de perles. Ce n'était pas parfait. Ici, le dessin s'était légèrement égaré, là, le fil n'était pas aussi régulier qu'elle l'aurait voulu. Mais il y avait là quelque chose de vivant. Rien de marchand, rien de fin. Elle contempla son travail et sentit monter en elle une sensation qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Une fierté tranquille, sans rage. Alors elle décida de faire ce qu'aucun mot ne peut imiter. Elle fit un bijou pour Runa. Pas somptueux, pas de ceux qui cherchent à acheter la faveur. Un objet simple, un peu maladroit, mais sincère. Il ne demandait ni amour, ni excuse. Il portait un aveu qu'on ne prononce pas. Elle n'était pas revenue pour voler et disparaître. Quand l'ouvrage fut terminé,
Signe le garda longtemps dans ses paumes. Ses doigts sentaient la douceur des perles, la rugosité du fil. Elle redoutait l'instant où il faudrait donner. Non parce que le cadeau lui coûtait, parce qu'un cadeau rend vulnérable. Un cadeau ne se protège pas par le calcul. Elle choisit un moment où la maison était calme. Runa était assise à la table, occupée à trier quelque chose pour le foyer. Signe s'approcha et posa l'ouvrage près d'elle sans chercher les yeux. Elle dit seulement que c'était pour elle. La voix était égale, mais quelque chose y trembla, qu'elle ne sut pas cacher. Runa regarda le cadeau, puis Signe. Son visage ne changea pas tout de suite. Elle prit la parure, la tourna un instant, comme pour vérifier si elle était réelle. Puis elle inclina lentement la tête. Pas comme on capitule. Comme on fait un pas prudent vers l'autre, sans oublier où mène la route. Elle ne dit pas merci, et c'était encore mieux que si elle l'avait dit. Merci, c'est un mot. Runa répondit par un geste, elle ne repoussa pas. Elle accepta. Après cela, l'air de la maison changea. Pas d'un coup, pas au point que tout devienne aussitôt clair et léger, mais cette tension entre elles, cette corde invisible, cessa de tirer. Parfois Runa parla à Signe des choses à faire sans ce tranchant froid dans la voix. Parfois même, elle demanda ce qu'elle fabriquait près de la fenêtre. Des questions brèves, prudentes, mais qui disaient l'essentiel. Runa admettait que Signe restait. Le printemps arriva doucement, comme l'espérance chez ceux qui se sont longtemps interdits d'espérer. La neige s'affaissa, l'eau se mit à courir sur les toits, la lumière grandit. Les chemins se ramollirent, et dans cette terre molle, on aurait dit que l'hiver s'enfonçait avec ses nerfs. Le bétail reprit. La maison eut davantage de travail, mais c'était un travail différent, non plus désespéré, mais de maître chez soi. Armod commença à préparer une tournée de commerce. Il s'y prit sans agitation, avec le calme de ceux qui ont déjà pris la mer et connaissent le prix de chaque nœud. Il réunit des marchandises, inspecta le navire, s'entendit avec des hommes. Un soir, il s'approcha de la fenêtre où Signe travaillait et dit qu'il emporterait ses ouvrages. Il le dit comme s'il parlait d'un sac de laine. Pourtant, le cœur de Signe battit plus fort. Cela voulait dire qu'il ne croyait pas à ses larmes, ni à ses promesses. Il croyait à ses mains. Signe lui remit ses pièces, enveloppées dans un linge. Elle s'efforça de ne pas laisser voir sa peur. Sa peur n'était pas celle de ne pas vendre. Sa peur était plus profonde. Si cela se vendait, alors la vie commencerait réellement à changer. Et le changement exige du courage. Armod partit. La maison devint plus silencieuse, mais pas vide. Runa tint le foyer, Signe aida, et ce qui les liait n'était plus étranger, c'était commun. Parfois elles se taisaient toutes deux près du feu, et ce silence-là n'était plus tendu, il était paisible. Signe se surprenait à ne plus penser à la fuite. La route du printemps ne brillait plus dans sa tête comme un salut. Elle n'était plus qu'une route, quelque part, qui existe sans appeler. Quand Armod revint, il apporta des nouvelles et une odeur de mer. Il entra avec la fatigue sur le visage et cette vivacité particulière de ceux qui rentrent vivants. Il s'assit, but de l'eau, regarda Signe et dit qu'il avait vendu la moitié de ses ouvrages. La moitié. Pas tout. Pas de quoi devenir riche et oublier le froid. Mais assez pour acheter ce qu'il fallait, réparer ce qui attendait encore, faire une réserve qui donne au foyer de l'assurance. Armod n'en parla pas comme d'un triomphe. Il en parle comme d'un pas, d'un début. Et dans ce début, il y avait plus de joie que dans n'importe quel conte. Signe resta silencieuse, à écouter. Quelque chose en elle se dépliait, comme une étoffe longtemps froissée qu'on remet à plat. Elle ne se jeta pas à son cou, ne lança pas de grandes phrases. Elle s'approcha seulement
et prit de ses mains un petit sac de la recette, comme si ce n'était pas un paiement, mais une preuve. Désormais, sa vie ne se cachait plus et se construisait. Le soir, ils s'assirent près de l'âtre. Runa était là, et dans ses cheveux brillait déjà l'objet que Signe lui avait fait. Un signe discret, visible seulement pour qui sait ce qu'il signifie. Armod parlait de la mer, des hommes, des prix sur les marchés. Signe écoutait et répondait parfois. Elle ne craignait plus que chaque mot la trahisse. Elle apprenait à parler comme on parle chez soi. L'histoire ne se termina ni par un mariage, ni par des serments. Elle se termina par la paix dans la maison. Une paix non parce que l'ombre du passé avait disparu, mais parce qu'ils avaient cessé de la fuir. Signe le savait, la vérité était toujours là, en elle. Le vol, le chantage, le mensonge. Et pourtant elle vivait, jour après jour. L'aiguille en main, le travail du foyer, le feu égal dans l'âtre. Parfois, la nuit, quand le vent se remettait à griffer le toit, elle se disait qu'un jour, il faudrait tout raconter, jusqu'au bout. Pas par peur, pas parce qu'on la pousserait contre un mur, mais parce qu'il arrive que la force exige l'honnêteté. Elle restait allongée, à écouter la respiration de la maison, et pensait « Peut-être viendra le jour où elle pourra dire vrai, sans détruire ce qui a été bâti. Ou peut-être la maison deviendra-t-elle si réelle que cette vérité ne sera plus une arme. Et pourtant, au plus profond, là où la peur aime se terrer, demeurait un petit crochet, l'ombre d'Alvar, capable d'apparaître sans prévenir, l'ombre d'un passé qui n'oublie pas ceux qui ont fui un jour. Signe le savait. La paix se prouve par les actes, chaque jour. Et c'est cela même qui la rendait vraie.